tous, bonjour Alain Finkielkraut. Alors, pour vous faire oublier la fête de la musique dont je ne suis pas sûr qu'elle vous enchante, eh bien aujourd'hui, vous allez passer le bac. Vous plancherez donc sur un des sujets de philo proposés aux lycéens cette année, mais que personne ne s'inquiète, je n'aurai évidemment pas l'outrecuidance de corriger et de noter un membre de l'Académie française. Nous évoquerons ensuite la proposition de Dalil Boubaker qui a énervé pas mal de monde en proposant de transformer les églises en mosquées. Et s'il nous reste du temps, vous nous direz ce que vous inspire l'encyclique Laudato Si, j'espère que je le prononce bien, dans laquelle le pape François appelle toute la famille humaine à adopter une écologie intégrale pour sauver la maison commune. Alors c'est une tradition, la dissertation de philosophie donne le coup d'envoi des épreuves du bac. Je ne sais pas si votre mère glissait des friandises dans votre cartable les jours d'examen, mais moi, je vous ai apporté votre jus d'orange. Et j'aurais aimé, je ne résiste pas tout de même, avant de passer au sujet, je ne résiste pas à l'envie de vous lire 4 lignes d'un texte de Tocqueville qui a été donné au Sériel en commentaire de texte. Alors, je vous les livre. Les croyances dogmatiques sont plus ou moins nombreuses suivant les temps. Elles naissent de différentes manières et peuvent changer de forme et d'objet. Mais on ne saurait faire qu'il n'y ait pas de croyances dogmatiques, c'est-à-dire d'opinions que les hommes reçoivent de confiance et sans les discuter. Alors, nous n'avons pas le temps de faire ici un commentaire. Et voilà donc un des 4 sujets entre lesquels vous devrez choisir. Une œuvre d'art a-t-elle toujours un sens ? La politique échappe-t-elle à l'exigence de vérité ? Suis-je ce que mon passé a fait de moi ? Respecter tout être vivant, est-ce un devoir moral ? Alors, quel sujet choisissez-vous, cher Alain Finkielkraut ? Avant de vous le dire, Elisabeth Lévy, je vous avoue que chaque fois que je me retrouve face à un sujet de philosophie, du baccalauréat, de la licence ou de l'agrégation, je me souviens que j'ai fait des études de lettres précisément pour éviter ce tête-à-tête angoissant et même paralysant avec les grandes questions. C'est-à-dire que vous aviez peur de la philosophie. Oui, et j'ai continué à avoir peur. Vous vous rappelez le sujet que vous avez eu au bac ? Non, je ne m'en souviens pas. Je sais que j'ai eu une note moyenne, je crois que j'ai eu 11. Mais bon, l'un de ces sujets quand même, une fois la terreur surmontée, et elle est toujours là, un de ces sujets m'a donné à réfléchir. Il m'accompagne même depuis que j'en ai lu la formulation. Suis-je ce que mon passé a fait de moi ? J'aurais hésité entre celui-là et la vérité. Et la politique échappe-t-elle à l'exigence de vérité ? Alors, nous en parlerons peut-être, si vous le souhaitez, quelques secondes. Mais bon, j'ai pris celui-là. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr d'être capable de le traiter comme il faut dans les formes. Mais en le lisant, j'ai pensé que l'homme moderne se conçoit comme sujet. Il pense par lui-même, il agit par lui-même, il a la capacité de fonder son propre destin. Il est l'auteur conscient et responsable de ses paroles et de ses actes, leur fondement, leur subjectum. C'est ça que veut dire sujet. Donc, autrement dit, on appelle l'autonomie, en quelque oui, sorte. il est ce qu'il fait de lui. C'est ça la réponse. L'homme moderne pense qu'il est ce qu'il fait de lui, et non pas ce que son passé fait de lui. Mais cette définition, issue de Descartes, comme le montre d'ailleurs Tocqueville, et des Lumières, et une définition qui a été radicalisée par Sartre, eh bien, cette définition, au même moment où Sartre la radicalisait, était ébranlée, fortement contestée et remise en cause par Freud. Parce que ce que nous montre Freud avec le thème de l'inconscient, c'est que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Les Lumières étaient une apologie de la maturité. Je me souviens de la définition de Kant. Les Lumières, c'est l'homme sortant de sa condition de minorité dont il est lui-même responsable. L'homme devient majeur. Et or, l'analyste dévoile un homme en proie à son enfance. Et c'est ce que Ricoeur montre très bien dans un de ses essais sur Freud. L'enfance ne serait pas un destin si quelque chose ne ramenait pas sans cesse l'homme en arrière. Et il y a cette phrase très belle dans Ricoeur, « Nul plus que Freud n'a été sensible à ce tragique de l'arriération. » Ce tragique de l'arriération. Alors, oui, Freud dit là où était le ça, le je doit advenir. En ce sens, la conscience demeure une tâche et Freud reste un homme des Lumières, mais
je ne veux pas en rester justement à cette opposition entre la bonne autonomie et une hétéronomie qui ne viendrait à travers l'inconscient que des figures parentales, le complexe d'Oedipe, etc. Quelque chose en moi proteste contre ce que Freud a appelé sa vexation psychologique. Ce n'est pas, encore une fois, que j'ai envie de remettre le moi sur son trône, mais je pense que ce ne sont pas seulement les figures du père, de la mère, du frère, de la sœur, la crise oedipienne, la crainte de la castration qui nous font qui nous sommes, ce sont aussi les rencontres, les lectures, les découvertes, toutes choses de notre vie que nous devons au hasard et qui ne relèvent pas de la répétition. J'aime particulièrement... Enfin, Freud ne dit pas non plus que tout est déterminé non. et Non, mais figé à partir de... Il y a quand même une façon de penser à travers un certain discours analytique que tout se joue dès l'enfance et qu'ensuite on répète un certain nombre de figures. Alors moi j'aime cette phrase de Nathalie Sarthou-Lajas dans L'éthique de la dette: l'expérience amoureuse est l'occasion unique pour le sujet de découvrir dans la dépendance la vérité de sa condition. Et voilà. Et cette expérience amoureuse n'est pas la répétition de l'amour pour la mère. Excusez-moi, mais même même pour nous autres modernes, en tous les cas pour ceux qui sont croyants, je veux dire, il y a aussi une façon de penser que quelque chose de plus grand que soit le fait et qu'on n'est pas dans l'autonomie complète du sujet. Oui, d'accord. Mais oui, vous avez raison. Alors, mais je peux poursuivre la réflexion. Suis-je ce que mon passé a fait de moi? Il faut élargir, désindividualiser et défamilialiser le pronom possessif. C'est-à-dire que le passé, c'est pas seulement l'enfance du sujet. Oui, les voix du surmoi, ce ne sont pas seulement les voix parentales, ce sont les voix ancestrales. Et là, je pense à Renan, dans sa fameuse conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?» L'homme, messieurs, ne s'improvise pas. Et pour la fondation du 2 mars, dont vous avez été une des initiatrices. Oui, absolument, qui s'appelait la fondation Marc Bloch. Voilà, et Régis Debray, vous devez vous en souvenir, a fait une très belle conférence. Le code et le glaive. Voilà, le glaive et le code. Le glaive et le code, ou le code et le glaive. Oui. Et il y a ce passage très beau, très profond. Dieu est cause de soi, il ne tient que de lui-même, il n'a de dette envers personne et ce qu'il sait, il ne l'a pas appris. Nous sommes contraints, nous produisons du neuf, oui, mais à partir de ce que nous avons reçu, nous sommes incapables de nous auto-fonder, de nous auto-organiser, de nous auto-engendrer. Donc, or, ça c'est une réponse à la question du bac, si vous voulez. Or, justement, la subjectivité contemporaine ne s'accepte plus comme débitrice. Si on en croit même les textes fondateurs de la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves, l'enfant est l'acteur de sa propre éducation et de manière plus générale, on croit que chacun pense de lui-même par lui-même. Résultat, le présent s'émancipe de tout passé et c'est tragique car moins l'on reçoit, moins on a de chances d'être original. Et c'est tout le sens de la crise actuelle. Pourquoi de la culture. Ça demande à être... Vous ne pouvez pas juste l'asséner. C'est Rimbaud, si vous voulez, on le rappelle souvent, oui. Mais ce grand poète de la Révolte était premier prix de composition de vers latins. Si vous voulez, il faut être nourri par la pensée des autres, la digérer pour faire émerger en soi une pensée originale, parce que sinon, en effet, pour revenir au propos de Tocqueville que vous avez cité, on est la victime consentante du dogmatisme du temps.
même les psychologues le constatent, l'âge le plus conformiste de l'existence, c'est l'adolescence. C'est là que sévit, avec une férocité incroyable, la tyrannie de la majorité. Donc, oui, mais est-ce que alors à ce moment-là, de la même façon que dans la névrose, si vous voulez, dans la névrose, on n'arrive plus à échapper à la répétition, on répète indéfiniment quelque chose qui s'est passé. Comment faire, disons, pour que ce passé alors ne soit pas quelque chose qui vous enferme, qui vous entrave, c'est-à-dire comment n'être pas seulement ce passé. Bah oui, d'abord, mais justement, les exercices scolaires, ce que je voudrais, là, si vous voulez, ce ne sont plus du tout comme autrefois des exercices d'imitation. Peut-être d'ailleurs que l'imitation avait du bon. Ce sont de plus en plus des exercices où on met en œuvre, on essaie de mettre en œuvre une pensée, mais on le fait à partir quand même des leçons qu'on a reçues. Vous ne pouvez pas être philosophe si vous ne connaissez pas la philosophie. Enfin, c'était avant ça, parce que maintenant la créativité est supposée suppléer... Exactement. Et voilà. Et alors maintenant, il faut revenir sur Terre. Oui. Parce que tout de même, vous m'avez fait plancher, comme j'ai pu, sur un des sujets du bac. Je tremble de la note que je vais obtenir, mais je n'oublie pas quand même que le baccalauréat aujourd'hui, on l'a déjà dit d'ailleurs dans cette émission, est une mascarade que tout le monde fait semblant de prendre pour un grand rite initiatique. Le Figaro a dévoilé, si vous voulez, sur le site de l'Académie de Versailles, des injonctions adressées aux professeurs d'histoire. Ceux qui ne sont pas assez indulgents, dit l'Académie de Versailles, engagent leurs responsabilités personnelles en cours, recours et sanctions. Et le bac 2012 à Marseille, sur l'orthographe, il y avait des injonctions qui allaient dans le même sens. Une orthographe très incorrecte ne pouvait être que sanctionnée qu'à hauteur de 2 points. Et on lit, si la copie manifeste également une syntaxe et un lexique défaillant au point d'altérer l'intelligibilité de nombreux passages, elle pourra être globalement sanctionnée à hauteur de 4 points au maximum. Donc on ne comprend rien, mais on enlève 4 points. Ça veut dire qu'on a 16. Enfin, j'ai des notions d'arithmétique parce que, en plus, très... Vous savez que pour un recteur et pour des responsables de lycée, des proviseurs, c'est une catastrophe d'avoir des moyennes voilà, trop basses. La même chose. Et il arrive d'ailleurs qu'on les fasse tout simplement remonter à tout le monde. On trafique les chiffres. Mais donc, le baccalauréat vérifiait que ce qui a été transmis a été reçu. Il homologue aujourd'hui la non-réception. Et c'est le présent pur qui est maintenant bachelier. C'est le présent vide de tout passé. Et je crois qu'on ne peut pas imaginer quelque chose de plus terrible que cette situation-là. Oui, et en plus, je me demande si votre copie, qui certainement aurait été absolument parfaite du point de vue de la syntaxe, du raisonnement et du recours aux auteurs du passé, je me demande si elle n'aurait pas été mal notée en raison de vos mauvaises idées. De ce goût pour le passé. Mais est-ce que vous voulez dire un mot peut-être quand même? Sur la vérité? Ah oui, c'est-à-dire, la politique échappe-t-elle à l'exigence de vérité en ces temps de transparence? Ah oui, il me semble justement. Que c'est une question... Oui, mais là encore, le présent pur peut nous aveugler. Remontons quelques décennies en arrière. Quel était le grand mot d'ordre des dissidents russes ou polonais ou tchèques, de Solzhenitsyn à Václav Havel, vivre dans la vérité. L'un des plus grands livres sur la réalité totalitaire a été publié par Anton Ciliga, un Croate, sous le titre « Au pays du mensonge déconcertant ». C'était ça aussi le totalitarisme. C'est aussi ce que dit Orwell. Hein. Tout était faux. C'est-à-dire on vivait dans un monde entièrement falsifié. C'est ce qu'on appelle la langue de bois. On parlait une langue de bois qui n'avait plus aucun rapport avec la réalité. D'où l'exigence, en effet, du parler vrai.
Et Rocard a utilisé cette expression précisément pour demander à ses camarades socialistes, nous ne subissions pas les horreurs du totalitarisme, mais pour leur demander de regarder la réalité en face, de ne pas se satisfaire de dogmes. Et en ce sens, il avait raison. Simplement, et là je vous rejoins, ce beau concept de vérité politique a été corrompu par le voyeurisme de l'industrie du spectacle ou du divertissement et du soi-disant journalisme d'investigation. Dès lors, la vérité, c'est le secret de la vie privée, notamment, qu'il faut pouvoir dévoiler à tout prix, et nombre d'hommes politiques jouent ce jeu, car ce qu'ils opposent à la langue de bois, ce n'est pas un discours vrai sur la réalité, c'est un discours apparemment sincère, c'est-à-dire souvent débraillé, comme gage de sincérité, et c'est aussi des dévoilements ou des pseudo-dévoilements de leur vie, de leur appartement, de leur amour, de l'amour qu'ils éprouvent pour leur épouse, pour leurs enfants et pour leurs chiens à l'américaine. Et là, en effet, on est très loin de l'exigence posée face au totalitarisme par les dissidents. Oui, et surtout, il y a des vérités qu'on n'a pas envie de savoir. Pardonnez-moi d'avoir l'esprit de l'escalier. Je vous repose une toute petite question sur votre sujet, tout de même, parce que il me semble qu'elle est pertinente pour vous. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque, d'un côté, de gens qui seraient dans un présent, si vous voulez, d'être dans un présent permanent, mais est-ce que vous, moi, nous, ne courons pas le risque d'être simplement ce que le passé a fait de nous? C'est-à-dire... Non, d'abord, on ne peut pas. D'abord, parce que le présent nous sollicite sans cesse. Les questions qu'il nous pose sont absolument nouvelles. Nous n'aurons peut-être pas le temps de parler de l'écologie intégrale réclamée par le pape, mais cela, si vous voulez, c'est un changement de paradigme. À quoi le passé, et notamment le passé des temps modernes, ne nous préparait pas, puisque nous avons vécu longtemps sous le charme de l'idée de progrès. Nous avons pensé le temps comme promesse. Voici que la promesse se transforme en menace, et cela peut-être qu'une certaine éthique de la sobriété qui a pu exister jadis s'impose aujourd'hui, mais précisément les questions, elles, sont absolument nouvelles, et à cela nous ne pouvons pas échapper. Eh bien, nous autres modernes, donc, nous avons un passé et j'espère un avenir. Alors passons rapidement à la déclaration de Dalil Boubaker, qui a donc proposé de transformer des églises vides en mosquées. C'est le même Dieu, ce sont des rites voisins fraternels, et je pense que les musulmans et chrétiens peuvent coexister et vivre ensemble, a-t-il dit. Je rappelle qu'il y a en France 2500 mosquées, 300 en construction, et que d'après le CFCM, il en faudrait le double à peu près. Alors, peut-être que la solution de Boubaker a les apparences du bon sens pour elle. Un problème et une solution, des églises vides, des mosquées trop pleines. Que vous inspire-t-elle, Alain Finkielkraut? Boubaker, il faut le dire, je ne sais pas si c'est à son crédit, en tout cas, il est revenu sur cette proposition. Très vite, sentant qu'elle faisait scandale et qu'un certain bon sens, précisément, protestait contre ce calcul. Enfin, il a dit que c'était une décision qui devait venir de l'Église. Oui. Très exactement. Oui, c'est ça. Et l'évêque d'Évry, d'ailleurs, a dit qu'il préférait qu'elle soit transformée en mosquée plutôt qu'un restaurant. Oui. Voilà. Mais en même temps, donc, cette proposition témoigne d'un certain état d'esprit, plus, et nous revenons à notre sujet, puisque votre passé est passé, c'est ça, le passé est passé, donc on ne va pas s'en préoccuper, on va s'en délester. Eh bien, laissez-nous en faire notre présent. Et ce sera et soyez contents, parce que ce sera un présent religieux plutôt qu'un présent touristique, etc. Or, bien sûr, Cécile Duflot avait proposé, elle, d'en employer pour des logements sociaux. Oui, bien sûr, oui. Par exemple, oui, on pourrait mettre des logements sociaux. Or, que les églises soient vides aujourd'hui ne veut pas dire qu'elles aient cessé de signifier quelque chose pour nous. Et dans ce nous, il faut inclure tous les Français, chrétiens, post-chrétiens, athées,
juifs, musulmans même. D'abord, ce vide des églises peut être un abri, quand on les visite, un abri pour la méditation. Oui, La spiritualité n'a pas forcément besoin d'être religieuse, il est vrai que beaucoup méditative. Il est vrai que beaucoup ne peuvent pas être entretenus aussi, oui, d'un point de vue pratique. En même temps, elle dirais. témoigne de la France telle qu'elle fut et telle qu'elle est encore par leur seule présence dans la plupart des villes et des villages français. Et là, je dois revenir à Renan. Et je vais lire une citation assez longue, très connue, mais qui est la meilleure réponse possible à Boubacar et à tous les oublieux, à tous les inhéritiers, comme dirait l'autre, qui accordent à cette proposition un certain crédit. Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu. Indivis. L'homme, messieurs, ne s'improvise pas. Et voici la suite. La nation comme l'individu est l'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement, le culte des ancêtres est de tous le plus légitime. Les ancêtres nous ont fait ce que nous sommes, et c'est Renan qui aura peut-être son bac, un peu de chance. Un passé héroïque des grands hommes et de la gloire, j'entends de la véritable. Voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Le capital social, c'est ça ? Non, attendez, non. Voilà le capital social, sur lequel on assied une idée nationale. On aime la maison qu'on a bâtie et qu'on transmet. Le chant spartiate, nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes, est dans sa simplicité l'hymne abrégé de toute patrie. Bon, on aime la maison, mais on peut la transformer un peu. Oui, aussi. mais les églises sont notre héritage, elles sont notre patrie charnelle, et nous ne pouvons pas plus les transformer en restaurant qu'en mosquée ou qu'en galerie marchande. Oui, mais si vous voulez, il faut peut-être aussi, ce que disait Boubacar, et de façon certainement maladroite, car le symbole est très fort, c'est que de fait, il y a une perte en quelque sorte des racines chrétiennes, et aujourd'hui, une nouvelle religion. Donc dans cette maison que nous aimons... Mais je crois que c'est une manière de voir beaucoup trop simple, si vous voulez. Une nation post-chrétienne reste chrétienne. Elle est sortie de la religion, mais la religion est là. Elle est présente encore, même dans sa façon d'en sortir et dans les témoignages architecturaux de sa période de gloire. Et de tout cela, c'est comme si on disait, la monarchie, c'est fini, donc on va suivre le conseil de Chantal Duflot, Cécile Duflot, de Cécile Duflot, et puisqu'il y a une grande arrivée de migrants, eh bien, on va ouvrir le château de Chambord, le château de Versailles. À côté du vagin de la reine. Et de Fontainebleau, à tous les nouveaux arrivants. Or, nous ne le faisons pas, et si nous ne le faisons pas, ce n'est pas seulement pour des raisons touristiques. Ne donnez pas de mauvaises idées. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, en quelque sorte, on sait à quel point la notion d'héritier, être un héritier est presque une insulte aujourd'hui. Et dans le cas de Boubacar, comme dans celui du sujet du bac, c'est peut-être toujours de ça dont il s'agit. Exactement, c'est toujours le même sujet qu'on a traité. De quoi sommes-nous les héritiers ? Et je crains, cher Alain Finkielkraut, que nous le traitions encore souvent. Sûrement. Alors, pas la semaine prochaine, car j'en profite pour vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Alain Finkielkraut et moi-même serons absents la semaine prochaine. Il y aura donc un dernier esprit de l'escalier le 5 juillet. D'ici là, on peut vous lire dans Causeur. Donc, l'école n'est pas tout à fait finie, mais elle est finie pour cette semaine, et vous pouvez donc aller
à la fête de la musique, cher Alain Finkielkraut. Ah, merci, Oui, Elisabeth. je suis sûre que ça vous enchante. Merci beaucoup.